Nouvelle édition du journal de l'économie sur Sika TV. Ravi de vous retrouver. Voici pour commencer le sommaire. Une agence nationale pour le développement de la numérisation a vu le jour en Algérie. Elle entrera en service d'ici la fin de l'année. Création d'un guide d'investissement en Angola. Objectif, stimuler et attirer les investissements privés nationaux et étrangers. Renforcement de la coopération entre le Ghana et les Émirats arabes unis. Les deux pays ont signé 5 nouveaux accords. D'ici la fin de cette année, une agence nationale pour le développement de la numérisation va entrer en service en Algérie. Cette nouvelle structure publique est l'organe à qui il sera confié la transformation numérique du pays. Elle sera chargée d'unifier les visions et de mettre en place une stratégie nationale unifiée et globale dans le numérique et l'éthique. L'Agence nationale pour le développement de la numérisation aura aussi à assurer le suivi et la mise en œuvre de cette stratégie et de dynamiser l'activité économique dans les domaines de l'innovation. Selon le Premier ministre Noureddine Bedoui, sa création vient couronner les efforts consentis et constitue une grande chance pour l'Algérie de concrétiser son développement dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs et instances avec le même niveau et suivant la même cadence, ce qui va permettre d'ancrer dans le pays cette culture devenue impérative et source de création des richesses et d'emplois. L'Angola dispose désormais d'un guide d'investissement. Il s'agit d'une innovation dans ce pays essentiellement destinée à stimuler et à attirer les investissements privés nationaux et également étrangers. En se dotant de son premier guide d'investissement, l'Angola entend stimuler et attirer sur son sol les investissements privés nationaux et étrangers. Initié par la Chambre de commerce américaine en Angola, ce guide donne aux investisseurs un accès à des informations sur l'environnement des affaires et les opportunités d'investissement. Il est intitulé Angola is Now et contient des informations sur le potentiel naturel de l'Angola, la législation en matière d'investissement privé ainsi que sur les secteurs les plus intéressants tels que les diamants, les pierres ornementales, le minerai de fer, le pétrole, l'agriculture, le tourisme, les transports, l'immobilier et l'industrie. Le guide d'investissement de l'Angola fournit également un large éventail d'informations sur les caractéristiques physiques, géographiques, environnementales, économiques et démographiques des 18 provinces angolaises. Il est lancé dans un contexte où l'Angola a l'intention de créer un climat favorable aux investissements dans la perspective d'attirer le secteur privé à investir sur le territoire national. Notons que selon l'édition 2019 du rapport de la CNUCED sur l'investissement dans le monde, les flux des investissements directs étrangers de l'Angola sont restés négatifs à moins 5,7 milliards de dollars, principalement en raison des transferts de fonds effectués par des entreprises pétrolières et gazières à leurs sociétés mères par la voie de prêts intragroupes. Le total de bilan de l'exercice 2018 des systèmes financiers décentralisés de l'Union monétaire ouest-africaine a atteint 1974,4 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 6,1% par rapport à 2017. Cette augmentation est due à l'évolution des actifs en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, au Mali, au Burkina Faso et aussi au Togo. En revanche, les actifs des systèmes financiers décentralisés ont baissé de 16,2% au Bénin. Ceux du Sénégal affichent le total de bilan le plus important avec 751,8 milliards de francs CFA, soit 38,1%
30% de part de marché. Ce pays est suivi de loin de la Côte d'Ivoire avec 18,9% de part de marché, le Burkina 16,4% de part de marché, le Togo 10,1% de part de marché, le Bénin 8,5% de part de marché, le Mali 7,3% de part de marché et enfin le Niger 0,7% de part de marché. Le Ghana et les Émirats arabes unis ont signé 5 nouveaux accords de coopération. Les nouvelles conventions ont été conclues dans le cadre d'une visite d'État du président Nana Akufo-Addo au prince héritier de l'Émirat d'Abu Dhabi. Plusieurs secteurs d'activité en sont impactés. Les 5 nouveaux accords de coopération signés entre le Ghana et les Émirats arabes unis couvrent plusieurs secteurs et visent à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Il s'agit d'un mémorandum d'accord sur l'exemption de visa d'entrée entre les deux nations, d'un accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements dans les deux pays producteurs de pétrole et d'un accord visant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu entre les deux gouvernements. Les nouveaux accords intègrent aussi les ressources humaines et la coopération ainsi que l'assistance mutuelle en matière douanière. Ils interviennent dans un contexte de revitalisation et de diversification des relations de l'État émirati avec ses homologues africains. Pour le Ghana, ces nouveaux accords sont l'occasion de mobiliser des investissements pour financer des projets d'infrastructure en s'appuyant notamment sur le secteur privé. Selon le président Nana Akufo-Addo, le gouvernement ghanéen a décidé de construire un pays progressiste et prospère, raison pour laquelle il s'inspire de l'histoire à succès de pays comme les Émirats arabes unis. Et c'est la fin de la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est avec Kazmik Pedia dans un court instant. Bonjour à vous, Kazmik Pedia, et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Guinée, la Guinée qui entend stabiliser son taux de change à 9 225 francs guinéens pour $1 américain. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que c'est le premier défi, la première action économique à entamer dès le 1er janvier 2020 dans le cadre de l'exercice budgétaire 2020. La Guinée compte travailler sur le taux de change fixé à 9 225 francs guinéens contre $1 américain. Au-delà de ça, la Guinée a fixé d'autres objectifs tels que la poursuite des efforts de paix surtout et aussi de développement de son économie, des réformes mais aussi de la stabilité sociale au niveau de ce pays-là, la lutte contre le chômage, la création d'emplois, l'accompagnement du secteur privé, du secteur de la production avec un climat d'affaires meilleur au niveau de ce pays, font partie des défis majeurs que ce pays s'est lancé pour le compte de l'année 2020. Déjà, pour 2020, la Guinée a fixé comme objectif en ce qui concerne la loi des finances 26 730,7 milliards de francs guinéens en ce qui concerne les dépenses de l'État contre 21 706,2 milliards de francs guinéens en ce qui concerne les recettes, soit un déficit budgétaire de 5024,5 milliards de francs guinéens pour véritablement solliciter l'aide des partenaires techniques et financiers, mais aussi pour aller acheter des titres sur le marché financier pour pouvoir asseoir une politique. Il faut déjà dire que la Guinée vise un objectif de 6,3% en ce qui concerne son produit intérieur brut pour le compte de l'année 2020. Voilà un peu ce qu'on peut noter en termes de perspective, en termes d'intention budgétaire pour le compte de l'année 2020. Inès. Alors avec ces intentions, Kazmik Pedia, est-ce qu'on peut espérer que la Guinée atteigne ses objectifs de 2021?
Sur le plan économique, il convient de dire oui, que la Guinée pourra donc le faire, mais il y a donc des facteurs, il y a d'autres facteurs donc, dont la politique qui pourraient donc influencer positivement ou négativement donc, cette intention. Mais pour l'heure, il faut déjà dire à l'analyse donc, des intentions budgétaires donc, du gouvernement donc, d'Alpha Condé, on peut déjà dire que oui, la Guinée pourra atteindre donc, ces perspectives-là, déjà en fixant un taux d'inflation. Enfin, en travaillant sur les indicateurs macroéconomiques, la Guinée a pu obtenir donc pour l'année 2020 un taux d'inflation de 8,3% contre un taux voilà, de pression fiscale de 13,5%, ce qui tient donc dans les normes de convergence en termes économiques. Déjà, avec 13,5%, la Guinée a encore une marge de manœuvre d'aller vers donc 6,5% pour pouvoir donc respecter ce qui convient d'appeler pression fiscale. Donc, la Guinée a encore une marge de manœuvre pour donc rafistoler un peu de recettes au niveau donc des entreprises, au niveau donc du secteur informel qui quand même représente environ 85% donc du potentiel économique donc du PIB au niveau de ce pays-là. Donc, il y a encore du boulot, il y a encore des réformes que le pays doit donc entamer pour véritablement asseoir une politique fiscale des plus cohérentes. Au-delà de ça, ce qui convient aujourd'hui donc d'appeler la menace politique aujourd'hui pourra perturber un tant soit peu donc l'intention des investisseurs, mais on annonce donc une économie qui sera beaucoup plus assistée par les investisseurs étrangers, surtout étrangers en ce qui concerne le développement du secteur secondaire. L'industrie donc pourra donc recevoir un peu d'assistance au niveau international, soit une croissance de 8,7% du produit intérieur brut est attendu donc après ces investissements. Et ici, c'est l'exploitation minière qui est beaucoup plus visée, qui va atteindre donc 15,3% donc de ces 8,7%, ce qui véritablement pourra donner à la Guinée des embellis, surtout en ce qui concerne sa devise. Et déjà, le pays a anticipé à l'entame, vous le disiez, avec 9 225 francs CFA en termes donc de convergence de sa devise. La Guinée pourra tirer bon profit de ces exportations, surtout donc des matières premières comme la bauxite, pourquoi pas. Alors, à vous entendre, Kazmi Pédian, on pourrait dire que 2020 sera une année rose en Guinée? Bien sûr, Inès, 2020 sera une année rose si la politique donc, ne venait pas perturber les efforts donc, du gouvernement des populations, si la politique ne venait donc pas donc, perturber un tant soit peu la quiétude économique au niveau de ce pays. En tout cas, on note plus de points positifs pour l'économie guinéenne en 2020 que donc de points négatifs, même si au niveau de la manufacture, par exemple, rien n'a bougé, rien ne bougera, rien n'a bougé pour 2019 et rien ne bougera donc pour 2020. On note donc des avancées beaucoup plus faibles au niveau donc de la manufacture. Au-delà de ça, le secteur privé va travailler beaucoup. L'État compte d'ailleurs engranger quelques devises en modernisant davantage donc le secteur informel de ce secteur privé-là. Au-delà de ça, la Guinée, c'est aussi, je l'ai dit tantôt, c'est les investissements. On attend environ 36% donc du potentiel du PIB qui pourra donc renforcer le couvert, donc l'intention en termes de production, en termes donc d'accompagnement de l'économie. Tout ceci, oui, on pourrait dire, sans courir le risque de se tromper, que la Guinée pourra donc impacter davantage la communauté, pourquoi pas la sous-région, pourquoi pas les populations et aussi la communauté internationale. Alors, est-ce que tout ceci va se ressentir au niveau du Guinéen moyen? Pas tout de suite, 2020, pas tout de suite. Il faut attendre un peu plus parce que investir, oui, mais attendre les retombées donc, de ces investissements, c'est peut-être à partir de 2021-2022 parce que les politiques de réforme aujourd'hui sont mal vues par les populations parce que ça leur donne encore un peu plus de travail. Ça contraint donc l'État à opérer certaines réformes, surtout sur le plan social, en ce qui concerne donc l'employabilité de l'État. Ce n'est pas des choses perceptibles et donc les Guinéens doivent pouvoir attendre un peu. On annonce l'électrification, on annonce un certain nombre de choses telles que l'éducation, la santé, qui pourront donc soulager tant soit peu ces populations-là. Merci beaucoup à vous, Kazmi Pédian. Merci et à bientôt. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci
Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA.